Bonjour, je suis M. Touré Sori, je suis le fondateur de Dexterity Africa. Vous avez quelque chose? Pour gagner du temps, je vais commencer à présenter la société. Dexterity Africa est une société qui est dans le consulting et aussi la technologie et la promotion de la finance à travers un ensemble de médias. Donc en termes de consulting, nous travaillons sur tout ce qui est développement de produits et structuration financière, spécifiquement au niveau de l'industrie de la finance islamique. Donc tout ce qui est produit au niveau bancaire, que ce soit banque, microfinance, assurance, marché des capitaux. Donc nous essayons d'accompagner les acteurs dans la structuration de produits innovants, qu'ils soient des SGI, que ce soit aussi des acteurs qui sont au niveau du secteur bancaire. Aussi, nous travaillons sur la partie IT, donc tout ce qui est core banking, fintech, dans le cadre de proof of concept, l'assistance aussi à la maîtrise d'ouvrage dans le déploiement des solutions qui sont spécifiques aussi à l'industrie de la finance islamique. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'audit charia et la gouvernance charia. C'est tout ce qui permet de se rassurer que l'institution travaille selon les normes de la finance islamique en termes de contrôle, d'audit, de cartographie des risques de non-conformité de la charia. Donc on essaie de mener aussi ces différentes interventions. Et ensuite, sur la partie promotion, on essaie de faire la promotion de la finance islamique, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi sur l'ensemble du continent. Et dans ce cas, nous avons lancé les premiers médias spécialisés en finance islamique. Donc vous avez Islamic Finance Media, qui est le premier média en Afrique qui couvre l'actualité, l'analyse de l'industrie, les tendances, la dynamique des marchés, que ce soit en Afrique et aussi les différents continents. Donc si on peut aller suivant ce que je disais tout à l'heure, on fait aussi tout ce qui est études en market intelligence et business development spécifique aussi. C'est vrai qu'on le fait sur d'autres domaines, mais comme notre objectif aujourd'hui c'est de parler de la finance islamique, donc on se focalise sur la finance islamique. Donc on fait tout ce qui est market intelligence. Donc actuellement nous travaillons sur l'agrégation des données sur toute l'Afrique en ce qui concerne l'industrie de la finance islamique, spécifiquement aussi pour la Côte d'Ivoire. On essaie aussi de faire du business development pour des acteurs. On en a déjà fait pour certaines structures au niveau de l'Afrique, en les connectant aussi avec d'autres acteurs en dehors de l'Afrique comme la Malaisie et d'autres pays du Golfe. Et ensuite, ce que nous essayons de faire aussi, c'est de leur donner des conseils sur comment investir, comment essayer de développer leurs produits de finance islamique, comment attaquer le marché. Et parce que souvent, on a tendance à croire que parce qu'un pays est à majorité musulmane, donc forcément, si on lance un produit de la finance islamique, ça va marcher. Et ce n'est pas forcément le cas. Il y a la dynamique qu'il faut comprendre, il y a la population qu'il faut comprendre, quels sont les pain points qu'il y a. Donc ça a besoin de beaucoup d'éléments. Et beaucoup se sont cassés la tête aussi en lançant des produits de la finance islamique, malheureusement n'ont pas répondu à leurs besoins. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc en ce qui concerne nos médias, donc on a des magazines digitaux qui aujourd'hui regroupent tous les acteurs, la crème de l'industrie de la finance, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Donc si vous regardez ces magazines, vous trouverez en tout cas toute la crème de l'industrie financière islamique, que ce soit en Afrique et dans le monde, Europe, Asie, pays du Golfe, donc vous trouvez de tout. Donc aujourd'hui, c'est un média qui est suivi non seulement en Afrique, mais par les acteurs. Et nous publions dans 2 langues, en français et en anglais, et à partir de la fin de cette année, nous allons commencer à produire en arabe. Vous avez aussi tout ce qui est podcast, donc vous avez aussi un site d'information et aussi une plateforme d'événements. Donc nous avons lancé par exemple depuis l'année dernière le roadshow africain de la finance islamique qui a démarré au niveau du Maroc avec les autorités marocaines. Ensuite nous avons fait celui du Sénégal et on a fait une autre étape au niveau de la Côte d'Ivoire. Cette année nous allons essayer de passer au niveau de l'Afrique de l'Est, notamment le Cameroun, Djibouti, Kenya et aussi l'Algérie qui sont dans le pipe. Il y a aussi des événements que nous organisons. Pourquoi? Parce que c'est une industrie qui est très nouvelle, qui est très récente et elle a besoin d'être comprise, on a besoin de comprendre sa dynamique, comment elle fonctionne pour pouvoir vraiment en tirer les leçons. Donc, en venant sur notre sujet, il est important pour moi de présenter un peu aussi le panorama des actifs de la finance islamique dans le monde et parler un peu aussi de l'Afrique. Donc aujourd'hui, vous avez une industrie
qui connaît une forte croissance de 11% année par année depuis 2016. Donc aujourd'hui, on estime les actifs à plus de 4 500 milliards de dollars. Et les prévisions au niveau de 2027 nous laissent à 6 667 milliards de dollars. Donc vous avez dans cette industrie plusieurs compartiments. Vous avez la partie bancaire qui prend les 11%. Et après ça, vous avez les obligations islamiques qu'on appelle les sukuk qui viennent en deuxième position. Et vous avez aussi tout ce qui est fonds d'investissement. Et on a aussi l'assurance islamique qu'on appelle le Takaful. Et il y a la partie aussi fintech islamique qui a démarré. Aujourd'hui, on dénomme 417 fintech islamiques qui sont dans le monde, avec 15 qui se trouvent en Afrique. C'est une dynamique qui commence avec, vous avez ces fintechs sur toute la partie core banking, tout ce qui est wealth management, finance alternative, blockchain, vraiment crowdfunding. C'est une dynamique qui est en train de naître, c'est une industrie qui est nouvelle mais qui va avec une forte croissance. Donc il y a un intérêt vraiment à ce que les gens puissent le donner. L'Afrique est en retard, c'est vrai, mais cela aussi, c'est aussi un signe qui montre qu'il y a une opportunité. Parce que le taux de pénétration de la finance islamique au niveau de l'Afrique par rapport au monde entier n'est pas assez élevé. Ça prouve que c'est une industrie, on est en retard parce que c'est une industrie qui commence tout nouvellement. Il n'y a pas encore forcément le cadre réglementaire des différentes institutions dans les différents pays. C'est ce qui est en train de se faire, c'est cette dynamique que nous sommes en train de voir. Il y a une partie aussi de certains pays qui ont commencé quand même depuis très longtemps. Lorsque vous prenez le graphique numéro 5, vous verrez qu'on a un total pour ce qui est des émissions de sucre, un total de 26 453 millions de dollars d'émissions jusqu'en 2022. Et il y a certains pays qui ont cette dynamique, comme la Gambie. La partie en bleu, c'est le nombre d'émissions qui ont été faites. La partie en rouge, c'est la valeur des émissions. Donc, vous verrez qu'il y a des pays comme le Soudan qui ont commencé très longtemps sur la finance islamique en termes d'émissions de sukuk. Mais aujourd'hui, vous avez certains pays qui essaient de reprendre le pas, comme le Nigeria. Donc, qui est vraiment en train de faire une dynamique au niveau de sa zone. D'ailleurs, si vous prenez le Nigeria, le ministère des Finances a décidé de faire un compartiment spécialement pour la finance islamique parce qu'ils ont trouvé une autre alternative pour pouvoir faire des levées sur les marchés financiers, pour éviter tout ce qui est le coût de la dette. Donc aujourd'hui, ils utilisent des instruments de la finance islamique qui sont des instruments qui ne créent pas de la dette au niveau de l'État, mais qui essaient d'aller sur des projets qui sont des projets participatifs qu'on appelle la Moucharaka, que nous verrons. Et lorsque nous prenons notre zone Afrique de l'Ouest, puisque c'est de ça que nous parlons, on va essayer de faire un zoom sur l'Afrique de l'Ouest et voir comment aujourd'hui les États essaient de se préparer pour tirer profit de cette industrie de la finance islamique. D'ailleurs, vous verrez que la partie est un peu en vert, c'est tout ce qui est la zone UMOA, dans l'Union monétaire ouest africaine, qui aujourd'hui est une unité en termes de réglementation, qui ont décidé de mettre en place un cadre réglementaire pour la finance islamique afin de créer cette dynamique-là sur le marché. Donc, lorsque nous disons cadre réglementaire, on parle des marchés financiers, on parle du secteur bancaire, on parle du secteur de l'assurance, on parle du secteur aussi de la microfinance. Et vous avez aussi le Nigeria qui a démarré aussi avec un nouveau cadre réglementaire, qui a un écosystème de la finance islamique qui est complet. D'ailleurs, lorsque vous regardez le Nigeria, les premières émissions de sukuk souverains qui se sont faites au Nigeria ont été faites par un État qui n'est pas majorité musulmane. Donc c'est un État qui a majorité chrétienne, qui a été le premier à lancer ses sukuk dans la construction en fait, des routes. Donc ça a donné un engouement aussi aux autres États pour commencer aussi à faire ces différentes structurations. Vous avez aussi la partie Gambie, Mauritanie, la Guinée, et les autres comme le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria n'ont pas véritablement encore commencé. Donc la grande force se trouve au niveau de la zone UMOA, des pays comme le Nigeria et aussi de la Mauritanie. Maintenant, je vais faire un focus sur la partie de la zone UMOA qui nous intéresse, sur le prochain slide. On verra déjà en termes de cadre réglementaire comment les États préparent en fait l'industrie financière à utiliser ces nouveaux instruments qui viennent avec de nouvelles opportunités en termes d'investissement et en termes de levée de fonds. Sur la partie bancaire, la microfinance, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a émis 2 instructions déjà sur la partie finance islamique, comment les banques peuvent faire de la finance islamique en respectant le cadre réglementaire. Donc il y a 2 instructions sur, je vais dire, la partie caractéristiques techniques des produits et aussi la partie, je vais dire, comment essayer de mettre les documents réglementaires. Et ça a été introduit aussi dans la nouvelle loi bancaire, la loi portant réglementation bancaire. Il y a 2 instructions qui sont en cours sur la partie cadre comptable et les normes prudentielles. Sur la partie marché financier, l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA a émis une réglementation, un règlement relatif aux titres financiers,
Aujourd'hui, on a des nouveaux concepts qui sont nés, ce qu'on appelle les CSA, sont les sociétés d'émission de sukuk côté géré. Les sukuk, ce sont des obligations, mais qui respectent les normes de la finance islamique. Donc, vous avez tout ce qui est sukuk d'émission, des sociétés d'émission de sukuk côté géré. Je pense que si William le veut, il peut être aussi, il peut faire la société d'émission de sukuk côté géré. Et on verra que c'est vraiment ce qu'il faut. On a écouté les personnes qui nous ont précédés. On a vu par exemple que les promoteurs n'étaient pas beaucoup financés par les banques. On a vu qu'il y avait un véritable problème. On verra qu'effectivement, les autorités ont compris que la solution se trouve dans les produits financiers islamiques, dans ces nouveaux instruments qui sont en train d'aider, qui sont des véritables instruments de levée des fonds. Vous avez aussi pour les sukuk souverains et des sukuk qui sont émis par des SGI, vous avez des concepts comme les FCLF, qui sont des fonds communs d'émission de sukuk. Voilà, des fonds communs d'émission de sukuk. Parce que le régulateur a vu que pour pouvoir mettre en place un bon cadre réglementaire, il fallait laisser en fait l'ancien règlement et créer un nouveau règlement, puisque ce sont des titres financiers. Ce n'est pas de la titrisation comme on le voit, ce n'est pas des fonds communs de titrisation des créances. C'est tout particulier et c'est ce qui a été fait. Vous avez aussi les OPC, les organismes de placement collectif islamique. Il y a aussi une instruction qui est sortie là-dessus pour permettre aux gens de pouvoir, aux acteurs de pouvoir créer de nouveaux instruments. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une panoplie d'instruments qui peuvent être créés. Parce que dans le conventionnel, vous avez seulement des instruments de dette. Mais là, dans la finance islamique, on se retrouve avec de nouveaux instruments qui ne sont pas forcément des instruments de dette. Vous avez des instruments participatifs, vous avez des instruments qui sont liés au leasing, et il y en a vraiment une panoplie selon les besoins des différents acteurs. Et aussi au niveau de l'assurance, il y a aussi le livre 9 du Code SIMA qui a été créé pour permettre de faire de l'assurance islamique. Vous voyez, c'est un écosystème qu'on essaie de mettre en place pour pouvoir créer une dynamique au sein de ces marchés, puisque les levées de fonds qui vont être faites pourront être, les sociétés d'assurance islamique pourront le faire. Lorsqu'on veut faire de la titrisation aussi, des banques islamiques peuvent accompagner aussi ces acteurs. Donc aujourd'hui, même en ce qui concerne la fintech islamique, dans la loi portant réglementation bancaire, le régulateur déjà en parle. Vous dites que le régulateur, nos gouvernants ont compris qu'il y a une dynamique au niveau de ce marché. Ils ont vu un peu ce qui se passe ailleurs. Il faut savoir que les États de l'UEMOA ont déjà émis des sukuk souverains. Et aujourd'hui, on pense qu'on doit aller à un autre niveau. Si vous regardez au niveau de la Banque islamique de développement, le rapport déjà entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement, il y a un engagement de 2115 milliards de francs CFA qui ont été déjà engagés par la Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de projets qui ont été financés. Lorsque vous prenez le troisième pont, ça a été financé totalement par des produits financiers islamiques. Lorsque vous prenez aussi le nouveau pacte qui existe, lorsque vous prenez la tour F, il y a des garanties financières islamiques qui ont été émises pour pouvoir couvrir ces risques-là. Donc, pour dire qu'il y a de l'opportunité, ce qu'il faut maintenant, c'est d'aller à un niveau, au niveau du retail, au niveau des différents acteurs qui ont besoin de financement. C'est dans ce cadre qu'il y a plusieurs instruments qui vont être situés. Ce qui se passe, c'est que vous avez des pays déjà qui ont déjà expérimenté avec des promoteurs immobiliers. Que ce soit dans le road standing, que ce soit dans les logements sociaux, il y a des études de cas qui ont été faites, il y a eu des success stories un peu partout en Afrique, et même en Afrique de l'Ouest au niveau du Nigeria. Le premier que je vais prendre, c'est Palm Hills Development. Lorsque vous prenez la ville de Badia qui se trouve au niveau de West Coast, au niveau de l'Égypte, je vais dire, il y a eu des sukuk qui ont été émis d'une valeur de 206 millions de dollars. Ça, c'est une entreprise, je vais dire, qui est dans le développement immobilier qui a pu mettre ces sukuk-là. Et à partir des sukuk, je vais dire partnership, qu'on appelle sukuk Musharaka. Vous avez aussi, en termes d'association de développeurs, vous avez ceux qu'on appelle RIDAN, Real Estate Development Association of Nigeria, qui ont signé un partenariat avec Trust Atu pour pouvoir structurer des sukuk pour les projets immobiliers des membres de l'association, puisque la réglementation leur donne, je vais dire, cette possibilité. Et c'est des sukuk d'une valeur de 64 millions de dollars. En ce qui concerne les logements sociaux, vous avez Family Homes Fund, qui se trouve aussi au Nigeria, qui a structuré des sukuk pour pouvoir faire face au déficit de logements sociaux au niveau du Nigeria, d'une valeur de 10 milliards de naira sur une durée de 7 années, qui a été fait sur la base de sukuk Kijara. Les sukuk Kijara sont des sukuk qui sont un peu basés sur des modèles de leasing, qu'on voit très souvent. Vous avez au niveau du Kenya aussi, il y a Lindsay Finsco Trust, qui a aussi émis des sukuk d'un montant de 20,4 millions de dollars. Ces sukuk ont été mis sur les Entrust Security Platforms. Si vous voulez, c'est en fait un autre compartiment au niveau de la bourse de Kenya qui permet aux PME de pouvoir émettre des sukuk, des obligations, des sukuk, le temps qu'ils soient assez puissants
pour être vraiment coté sur, je vais dire, la bourse elle-même. Et en ce qui concerne les partenariats entre organismes, développeurs et aussi des institutions financières, vous avez le modèle de Shelter Afrique qui a fait un partenariat avec la Banque islamique de développement pour la construction des logements sociaux. Donc pour dire que ces instruments, c'est de nouveaux instruments qui sont nés, mais qui sont encore méconnus des différents acteurs. Donc il y a de quoi à s'intéresser à ces différents instruments-là. Il y a une nouvelle réglementation qui a été née pour pouvoir structurer des secours corporate au niveau de notre législation. Il est intéressant que les développeurs, que les différents acteurs puissent s'intéresser à ces nouveaux instruments qui sont là. Aujourd'hui, il y a un accompagnement au niveau du régulateur qui vraiment est prêt à aider, à accompagner les différentes personnes qui s'intéressent à ces différents événements. Je me rappelle, nous avons fait un événement l'année dernière, il y avait l'autorité des marchés financiers qui était là, c'était, comme je l'ai dit, le roadshow, et on était au niveau de l'État Côte d'Ivoire. À partir de ce roadshow, il y a eu des débuts d'échanges entre les différents acteurs des marchés financiers, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire. On échange déjà avec des experts immobiliers, des SGI, pour pouvoir structurer de nouveaux instruments financiers. L'objectif, c'est de pouvoir réussir à faire et permettre aux acteurs de mieux comprendre la structuration et aller vers de nouvelles solutions pour leurs projets immobiliers. Et ce que je disais, bon, ça c'était avec la Banque islamique de développement, l'engagement déjà avec la Banque islamique de développement, qui aussi octroie aussi des financements dans ce cadre-là, mais il faudrait que ça soit bien structuré. Voici un peu aujourd'hui de nouvelles opportunités qui s'offrent au niveau de nos économies. Nos autorités en ont bien réfléchi, mais pour pouvoir réussir, il faudrait qu'on puisse avoir une forte collaboration. La collaboration elle est très très importante entre les différents acteurs. Comme le disait une personne tout à l'heure, je pense que c'est notre intervenant de Bridge, il faut une collaboration, il faut un écosystème, il faut une collaboration entre les différents acteurs pour pouvoir réussir cela. Et c'est la même chose aussi avec les différents instruments de la finance islamique. Il y a un ensemble de synergies qu'on doit avoir, non seulement avec ceux qui sont sur le secteur immobilier, comprendre ces produits financiers, les financiers aussi comprendre réellement les besoins de ces différents acteurs-là, structurer des nouveaux produits qui puissent aller à l'avantage de ces différents acteurs. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs instruments. Vous avez des instruments qui sont comme le Ijara et vous avez des instruments hybrides. Des instruments hybrides, ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs contrats ensemble pour pouvoir structurer un nouveau instrument financier islamique. Et là, les possibilités qui vont se voir, c'est tout ça. C'est des secours qui peuvent être basés sur les Ijara. L'objectif, ce n'est pas de vraiment rentrer dans les détails puisqu'on est limité par le temps. Mais pour dire que vous avez des instruments de type locatif qu'on appelle Ijara, des instruments de type participatif qu'on appelle Musharaka. Vous avez des instruments qui sont un peu de agency contract. Donc ça veut dire que l'institution qui émet des secours peut donner un mandat au promoteur de réaliser un projet et ensuite il y a un transfert de propriété qui va se faire à la fin. Vous avez aussi des instruments comme la Mouraba qui permet de financer non seulement le projet, pas seulement le projet, mais je vais dire les objets, les intrants que l'entreprise a besoin en fait pour financer son projet. Ce n'est pas forcément le projet, mais elle a besoin d'objets de construction, elle a besoin de matériel. Donc là, on peut structurer de sorte que ça soit seulement le matériel qu'on achète. Et ensuite, il y a d'autres structurations qui sont derrière qui vont permettre de faire les paiements. Et on peut faire des secours hybrides. Donc des secours hybrides qui vont prendre en fait tous ces instruments, les structurer de telle sorte qu'à chaque étape du projet, on puisse avoir des types de cash flow qui puissent être générés et pouvoir soulager les personnes. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être endetté puisque le modèle conventionnel qu'on a, c'est la dette. Au niveau de la finance, on essaie d'éviter la dette, ce n'est pas forcément être endetté, mais on peut aller sur des instruments participatifs et c'est pourquoi on dit que la finance islamique est asset back par nature. C'est-à-dire que c'est une finance qui est basée sur des actifs tangibles. Quand je dis actifs tangibles, vous ne verrez jamais une banque islamique venir donner de l'argent directement à une personne pour financer. C'est pourquoi il y a une relation directe entre l'économie réelle et les marchés financiers. C'est très difficile d'avoir des crises financières comme on l'a vu. D'ailleurs, en 2008, lorsqu'il y a eu la crise financière, vous verrez que les institutions financières islamiques n'ont pas été touchées. Parce que la réalité, c'est que lorsque vous prenez un système financier qui est basé sur ça, ce que le marché financier reflète réellement la réalité de ce qui se passe dans l'économie réelle. Il n'y a pas de dichotomie entre les deux parties. Et ça, c'est un avantage. Les institutions l'ont compris. Aujourd'hui, si vous prenez l'Europe, l'Angleterre qui n'est pas majorité musulmane, aujourd'hui un acteur principal de la finance islamique dans le monde parce que ça a été un objectif du Premier ministre Gordon Brown dans le temps. La même chose en ce qui est passé en France avec Christine Lagarde qui en a donné une priorité. Aujourd'hui, il y a vraiment une certaine dynamique qui se passe. Donc là, c'est un peu un exemple de produit qu'on a donné et comment chaque produit peut être adapté
au type de financement qui peut être fait. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que vraiment il y a une opportunité à regarder en fait ces instruments-là. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire seul. Il faut une collaboration entre les différents acteurs. Les acteurs des marchés financiers, les acteurs bancaires, ceux aussi qui sont au niveau de l'industrie de l'immobilier doivent s'asseoir, réfléchir à de nouvelles structurations pour pouvoir soulager un peu le marché, venir à des nouveaux instruments. C'est un engagement au niveau des autorités et c'est pourquoi ils ont fait tout cet effort pour mettre enfin une batterie d'instructions sur tout le secteur. Donc aujourd'hui, si vous voulez, d'un point de vue réglementaire, on a un écosystème financier complet, d'un point de vue réglementaire, que ce soit sur le secteur assurantiel, que ce soit sur le secteur marché financier, les fonds communs de titrisation, que ce soit aussi sur la partie microfinance, et on est en train d'aller maintenant vers la fintech, puisqu'il y a ces objets-là qui sont en train d'être faits. Et sur la fintech islamique, il y a tout ce qui est crowdfunding islamique, qui va permettre aux gens qui n'ont pas forcément des niveaux de revenus assez élevés de pouvoir essayer d'investir. Lorsqu'on prend la partie immobilier, c'est la même chose. Aujourd'hui, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir évoluer et investir dans l'immobilier. Mais avec des structurations des instruments financiers, on peut structurer de nouveaux instruments financiers qui peuvent s'apparenter à des real estate investment trusts, mais qui permettront à n'importe qui de pouvoir investir dans l'immobilier avec des sommes qui ne sont pas forcément élevées. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Lorsqu'on parle des organismes comme les CESA, les sociétés d'émission de secours autogérées qui ont été mis par l'autorité des marchés financiers, je pense que ça répond à ces objectifs. Voici un peu ce que nous pouvons dire sur la partie collaboration. Il faut de la formation, de la sensibilisation. Dans nos activités aussi, nous faisons aussi de la formation sur les différents outils, que ce soit les instruments financiers, que ce soit les outils bancaires, microfinance, assurance. On essaie d'accompagner aussi les acteurs dans le développement de tous ces projets. Voici ce que nous avons à dire. Je pense qu'on aura le temps d'échanger sur certaines problématiques en profondeur. Merci. Merci, M. Touré. Des questions dans la salle, s'il vous plaît? Non, le micro vient. Le micro en route. Bonjour, M. Touré, merci beaucoup pour votre intervention. Je n'ai pas été là dès le départ, je m'en excuse. Je voulais juste vous demander, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs ici dans la salle qui ont aussi l'enjeu, comme nous-mêmes nous l'avons, de travailler sur une forme de rate qui permette au marché des capitaux en fait, de se connecter avec les actifs immobiliers. Et ça, la finance islamique le fait déjà depuis très longtemps. Mais est-ce qu'il y a déjà un cas d'école qui a été développé dans notre région ici, en termes de rate, sous la forme d'un sukuk de ce... Moi, je ne m'y connais pas du tout en finance islamique. Mais... Dans au niveau de notre zone, il n'y en a pas encore. Et justement, c'est ça notre objectif. Parce qu'il n'y avait pas de cadre réglementaire au niveau des marchés financiers. Donc ça, c'était une contrainte. Maintenant, ce que nous voulons faire, on va aller maintenant à la nouvelle étape. Puisque le cadre réglementaire existe depuis 2022, fin 2028, on attendait ça vraiment avec beaucoup d'impatience. Donc maintenant que la chose est là, je pense que c'est l'occasion de foncer. Et c'est ça notre objectif, c'est de pouvoir commencer à structurer en fait ces nouveaux instruments-là. On a la capacité de le faire et je pense qu'avec la collaboration, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il y a déjà en fait dans certaines zones, donc c'est vrai aussi, il y a le Maroc, c'est vrai qu'il y a un nouveau cadre réglementaire. Aujourd'hui, c'est l'enjeu aujourd'hui au niveau des marchés financiers. Tout le monde est en train de se préparer. Dans les pays où ils ont mis ces nouveaux instruments, les gens sont en train de se préparer. D'ailleurs, nous échangeons avec des acteurs au niveau du Maroc sur de nouvelles structurations qui doivent être transfrontalières. Et je pense que dans ce cadre-là, on est vraiment la voie ouverte. Ça vous dit qu'on a ouvert la porte. Maintenant, allons-y. Est-ce que je peux me permettre Allez-y, monsieur. Désolé, je me permets une deuxième question. Sur notre marché, ici, quand on discute avec le régulateur, pour nous qui font de l'immobilier, il nous dit, lui, il a mis en place une titrisation. Aujourd'hui, les FCP risqués qui sont censés faire de l'immobilier, je pense que c'est toujours pas d'actualité. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, la titrisation, c'est un instrument qui est très lourd, qui coûte cher. On a besoin d'être sur des volumes d'activité très importants. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la réglementation qui est en place, on est capable d'adresser des problématiques de financement sur des projets plus petits
quand je dis plus petit, je dis autour de 2 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de dématérialiser des projets autour de 2 milliards avec des produits comme les sous-coups existants déjà dans la réglementation? Oui, justement, effectivement, parce que là, vous avez les sous-coups souverains qui avaient déjà été mis par les États. La Côte d'Ivoire en a lancé 2. Maintenant, on veut quitter les sous-coups souverains et aller maintenant sur les sous-coups corporate. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la réglementation, vous avez plusieurs compartiments. C'est vrai, vous avez les sous-coups corporate, mais vous avez aussi des bons de trésor islamiques. Donc le régulateur a prévu maintenant les bons de trésor islamiques. Il dit qu'aujourd'hui, nos États peuvent aller sur des bons de trésor qui peuvent être moins coûteux. Et sur la partie corporate, nous pensons que si on commence peut-être dès les premières structurations, parce que aussi il y a le coût, je vais dire, de l'information, mais si on commence les premières structurations, nous pensons qu'à partir des structurations qui vont sur le coût devrait baisser. Et ça, c'est parce qu'on aura l'information, on aura la capacité en fait, de pouvoir les structurer de façon aisée. Donc ça devrait normalement agir sur les coûts. Pour dire que lorsqu'on est sur la partie secours corporate, les coûts devraient être un peu plus acceptables par rapport aux secours souverains qui sont des montants très 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 élevés, qui d'ailleurs sont souvent, qui sont pas, même nos États n'ont pas forcément la capacité de garantie. Je sais qu'on a tenté en fait certaines structurations avec des États, mais la garantie qui était derrière les États n'avait pas la capacité. Ce n'est pas le fonds qui manque, il y a l'argent, c'est-à-dire quel que soit le montant, si vous voulez 1000 milliards, je ne sais pas combien vous voulez, ce n'est pas l'argent qui manque pour financer. Souvent, ce qui manque, c'est souvent certaines garanties, parce que ce sont des sous-coups dans ce cadre-là qui sont vraiment ratés par comme les agences comme Fitch à A+. Donc, c'est souvent pas évident à nos États de l'avoir. Mais pour dire sur la partie corporate, c'est là aujourd'hui l'enjeu. Les secours corporate sont l'enjeu et c'est là où se trouvent les opportunités. Et nos autorités en sont conscientes. Ils sont là, ils attendent les premiers use cases. Donc, c'est pour dire que la porte est ouverte, il faudrait qu'on se lance. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci à M. Carius pour les questions et merci à M. Touré pour la présentation. On l'acclame très fort, M. Touré.